Avez-vous déjà pensé au talent incroyable que nous avons perdu à cause du sida? Des artistes qui non seulement nous ont divertis, mais ont aussi brisé des barrières et changé le monde. Voyageons à travers les vies de ces individus remarquables. Du mannequin révolutionnaire, Gia Karanji, au chanteur passionné, Sylvester. Parlons des 22 principaux acteurs homosexuels qui ont perdu la vie à cause du VIH-Sida. Anthony Perkins. Vous souvenez-vous de Norman Bates dans Psychose? L'interprétation glaçante d'Anthony Perkins a fait de lui une icône d'Hollywood. Mais peu de gens connaissaient la vie personnelle complexe qu'il menait et la bataille tragique contre le sida qu'il a affrontée à la fin de sa vie. Né dans une famille théâtrale, la carrière d'acteur de Perkins a commencé prometteusement avec une nomination aux Oscars pour son rôle dans Friendly Persuasion. Mais c'est Psychose qui a cimenté son héritage, le rendant synonyme de Bates, psychologiquement tourmenté. Cependant, comme beaucoup d'acteurs de son époque, Perkins a gardé sa vie personnelle, en particulier sa bisexualité, cachée. Il a eu des relations avec des hommes et des femmes, mais a lutté avec son identité à une époque où être ouvertement gay pouvait mettre fin à une carrière à Hollywood. En 1973, il a épousé la photographe Barry Berenson, et le couple a eu 2 fils. À la fin des années 1980, Perkins a été diagnostiqué séropositif, mais il a gardé sa condition privée jusqu'à sa mort. Le 12 septembre 1992, il est décédé d'une pneumonie liée au sida à l'âge de 60 ans. Sa mort a été un choc pour beaucoup, mais elle était aussi un rappel brutal des combats personnels que tant de personnes à Hollywood ont affrontés à une époque de stigmatisation intense. Klaus Nomi. Vous êtes-vous déjà demandé ce que ce serait si un extraterrestre atterrissait sur Terre et devenait une pop star? Eh bien, c'est un peu ce qui s'est passé avec Klaus Nomi, le performeur avant-gardiste qui a bouleversé la scène artistique de New York à la fin des années 1970. Avec son falsetto d'un autre monde et ses tenues futuristes, Klaus était unique en son genre. Mais qui était l'homme derrière le maquillage? Né Klaus Sperber à Immenstadt, Allemagne, en 1944, il a grandi en idolâtrant les divas de l'opéra et rêvant d'une vie sur scène. En s'installant à New York au début des années 70, Klaus s'est plongé dans l'animation du centre-ville. Il a combiné opéra, pop et art de la performance en un spectacle à la fois bizarre et envoûtant. Vous souvenez-vous de sa performance iconique avec David Bowie sur Saturday Night Live en 1979? C'était Klaus, repoussant les limites et redéfinissant l'art. Mais alors que sa notoriété montait, Klaus faisait face à une lutte cachée. Il a été diagnostiqué avec le sida à une époque où cette maladie était un mystère enveloppé de peur. Le 6 août 1983, Klaus Nomi est décédé à seulement 39 ans, devenant l'une des premières célébrités à succomber à la maladie. Sylvester. Ressentez-vous cette décharge électrique lorsque « You Make Me Feel » retentit? C'est la magie de Sylvester, la flamboyante légende du disco qui transformait les pistes de danse en sanctuaire de liberté et d'expression de soi. Mais qui était Sylvester au-delà des paillettes et des notes aiguës? Né Sylvester James Jr. à Los Angeles en 1947, il a grandi en chantant du gospel à l'église, une base qui imprégnerait sa musique d'une profondeur soul. En déménageant dans le district de Castro à San Francisco, Sylvester a embrassé la communauté LGBTQ+, devenant une figure incontournable de la scène drague avec The Coquettes. Son style androgyne et son falsetto perçant ont brisé les barrières, défiant les normes sociales à chaque instant. Les succès de Sylvester comme Dance, Disco Heat n'étaient pas seulement des chansons, c'étaient des hymnes de libération. Il n'avait pas peur d'être lui-même, et il encourageait les autres à faire de même. Mais au milieu des années 1980, Sylvester a été diagnostiqué séropositif. Au lieu de se retirer, il a utilisé sa plateforme pour sensibiliser, devenant l'une des rares personnalités publiques à parler ouvertement de la maladie à l'époque. Le 16 décembre 1988, Sylvester est décédé à l'âge de 41 ans des suites de complications liées au sida. Merritt Buttrick. Te souviens-tu du fils rebelle du capitaine Kirk dans Star Trek 2, La colère de Khan et Star Trek 3, À la recherche de Spock? C'était Merritt Buttrick, un jeune acteur dont la carrière promettait dans les années 1980. Mais qu'est-il arrivé à ce talent prometteur dont la vie a été tragiquement écourtée? Merritt est né le 3 septembre 1959 à Gainesville, en Floride. Il a déménagé en Californie pour poursuivre une carrière d'acteur, décrochant rapidement un rôle dans la sitcom télévisée Square Pegs, aux côtés de Sarah Jessica Parker. Son interprétation du décalé Johnny Slash en a fait un favori des fans. Mais c'est son rôle de David Marcus, le fils du capitaine Kirk, qui a cimenté sa place dans le cœur des fans de Star Trek du monde entier. Derrière les coulisses, Merritt était connu pour son dévouement à son métier et son chaleureux
de la personnalité. Il gardait sa vie personnelle privée, se concentrant sur la création d'un portfolio diversifié de travaux, incluant à la fois la télévision et le cinéma. Au milieu des années 1980, Merritt a commencé à avoir des problèmes de santé qu'il a gardés à l'écart du public. Le 17 mars 1989, il est décédé à seulement 29 ans des suites de complications liées au sida. Sa mort prématurée a choqué fans et collègues. La co-star de Star Trek, William Shatner, a dédié son livre Star Trek Movie Memories à Merritt, soulignant l'impact qu'il a eu durant sa courte vie. Liberace, un nom qui évoque instantanément des strass scintillants, des pianos majestueux et un showman pas comme les autres. Mais saviez-vous que cet artiste plus grand que nature menait une vie profondément privée en dehors de la scène, qui s'est tragiquement terminée avec le sida? Né Vladiu Valentino Liberace en 1919, il était l'un des artistes les plus flamboyants de son époque. Avec ses costumes élaborés, ses pianos ornés de candélabres et son charisme éblouissant, Liberace a captivé des publics du monde entier, devenant l'un des artistes les mieux payés des années 1950 et 60. Pourtant, malgré sa personnalité publique flamboyante, Liberace a passé sa vie à nier les rumeurs persistantes concernant sa sexualité. En 1986, après des années de performances extravagantes, sa santé a commencé à décliner. Liberace a été diagnostiqué avec le VIH, mais l'a caché au public, continuant à se produire jusqu'à quelques mois avant sa mort. Il est décédé le 4 février 1987, à l'âge de 67 ans, d'une pneumonie liée au sida. Sa mort a choqué ses fans, dont beaucoup ignoraient qu'il était malade. Lauro Corona. Avez-vous déjà entendu parler de Lauro Corona, le beau gosse brésilien qui a captivé les audiences des telenovelas dans les années 1980? Son histoire est celle d'une célébrité naissante et d'une vie interrompue trop tôt. Explorons le parcours de cet acteur bien-aimé. Né le 6 juillet 1957 à Rio de Janeiro, Laura était destiné à être sous les feux de la rampe. Il a commencé sa carrière comme mannequin avant de passer à la comédie, devenant rapidement un habitué de la télévision brésilienne. Avec son apparence saisissante et son charme indéniable, il a joué dans des telenovelas populaires comme Hélas por Hélas et Dereito de Amar, conquérant des fans à travers le pays. Lauro était connu non seulement pour ses talents d'acteur, mais aussi pour sa gentillesse et son professionnalisme sur le plateau. Malgré sa renommée grandissante, il restait humble et dévoué à son art. Cependant, à la fin des années 1980, des rumeurs ont commencé à circuler sur sa santé. Lauro a été diagnostiqué avec le sida, un fait qu'il a choisi de garder privé en raison de la stigmatisation entourant la maladie à l'époque. Le 20 juillet 1989, Laurel Corona est décédé à l'âge de 32 ans des suites de complications liées au sida. Paul Shenar. Vous souvenez-vous de la présence imposante d'Alejandro Sosa dans le film iconique Scarface? C'était Paul Shenar, un acteur dont la voix profonde et les performances intenses ont laissé une impression durable. Mais qui était l'homme derrière ces rôles mémorables? Né le 12 février 1936 à Milwaukee, Wisconsin, la passion de Paul Shenar pour le théâtre l'a mené du théâtre local à la scène internationale. Il était l'un des membres fondateurs de l'American Conservatory Theatre à San Francisco, où il a perfectionné son art et encadré de jeunes acteurs. Son déménagement à Hollywood lui a ouvert des portes pour des rôles à la fois à la télévision et au cinéma. L'interprétation par Paul de figures réelles comme Orson Welles dans The Night That Panicked America a montré sa polyvalence. Cependant, c'est son rôle de trafiquant de drogue menaçant dans Scarface qui a gravé son nom dans l'histoire du cinéma. Hors écran, Paul était une personne discrète. Bien qu'il fût ouvertement gay parmi ses amis et collègues, il maintenait un profil bas aux yeux du public. À la fin des années 1980, Paul a été diagnostiqué avec le sida. Malgré sa maladie, il a continué à travailler, montrant une force et un dévouement remarquables. Paul Shenar est décédé le 11 octobre 1989 à l'âge de 53 ans. John Holmes. John Holmes était l'une des figures les plus infâmes de l'industrie du film pour adultes. Mais saviez-vous que sa vie a pris un tournant tragique et controversé à cause du sida? L'histoire de la vie de Holmes est faite de célébrités, de scandales et d'une chute sombre. Holmes est devenu l'un des visages les plus reconnaissables du divertissement pour adultes dans les années 1970 et au début des années 1980, connu pour ses rôles dans plus de 2500 films. Mais sa vie était loin d'être glamour. Dans les coulisses, il luttait contre la dépendance à la drogue et s'est retrouvé mêlé au meurtre de Wonderland en 1981, où il a été acquitté, mais est resté un suspect. À partir du milieu des années 1980,
La carrière et la santé de Holmes ont commencé à se détériorer. Et en 1986, il a été diagnostiqué avec le VIH. Malgré ce diagnostic, Holmes a continué à travailler dans les films pour adultes, cachant sa maladie. Holmes est décédé le 13 mars 1988, à l'âge de 43 ans, des suites de complications liées au sida. Sa mort et la révélation qu'il avait continué à jouer, tout en sachant qu'il était séropositif, ont suscité l'indignation et attiré l'attention sur les responsabilités éthiques au sein de l'industrie du film pour adultes. La vie de John Holmes, remplie de controverses, a laissé une empreinte durable sur les discussions concernant le sida, la responsabilité personnelle et le monde du film pour adultes. Ian Charleson, avez-vous déjà été inspiré par une performance qui semblait vraiment transcendante? C'est l'effet qu'Ian Charleson a eu dans le rôle d'Eric Liddell dans Les Chariots de Feu, mais il y a bien plus dans son histoire. Un récit de talent immense, de courage, et d'une vie qui, bien que brève, a eu un impact incroyablement fort. Né le 11 août 1949 à Édimbourg, en Écosse, Ian n'était pas seulement un acteur, mais aussi un chanteur talentueux. Il a fréquenté l'université d'Édimbourg avant de se former à la London Academy of Music and Dramatic Art. Son travail sur scène a été salué avec des performances remarquables, dans des productions comme Guys and Dolls et Hamlet. La prestation d'Ian du coureur écossais dévoué dans Les Chariots de Feu lui a valu une renommée internationale. Le film a remporté 4 Oscars et la performance d'Ian a été centrale à son succès. Il a continué à briller sur scène et à l'écran, travaillant avec la Royal Shakespeare Company et jouant dans des films comme Gandhi. En 1986, Ian a été diagnostiqué séropositif. Faisant preuve d'un courage incroyable, il a continué à jouer, notamment en assumant le rôle exigeant de Hamlet au National Theatre, tout en luttant contre la maladie. Ian a choisi de garder son diagnostic privé jusqu'à la toute fin, espérant être rappelé pour son travail plutôt que pour sa maladie. Ian Charleson est décédé le 6 janvier 1990, à l'âge de 40 ans. Ryan White. Vous souvenez-vous du nom Ryan White? Dans les années 1980, ce jeune garçon est devenu le visage du VIH-Sida en Amérique, non par choix, mais par son courage et sa résilience face à l'adversité. Son histoire a changé les cœurs et les esprits à travers le pays. Né le 6 décembre 1971 à Kokomo, Indiana, Ryan a été diagnostiqué avec l'hémophilie, une affection nécessitant des transfusions sanguines fréquentes. En 1984, à seulement 13 ans, il a été diagnostiqué avec le VIH après avoir reçu du sang contaminé, à une époque où l'on savait peu de choses sur la maladie. Lorsque son école lui interdit de assister aux cours par peur de la transmission, Ryan et sa mère ripostèrent, entamant une bataille juridique qui attira l'attention nationale. Ryan a fait face à la discrimination et à la peur de sa communauté, mais il est resté ferme. Il est devenu un porte-parole pour l'éducation sur le sida, dissipant les mythes et humanisant ceux affectés par la maladie. Son courage a attiré l'attention de célébrités comme Elton John et Michael Jackson, qui sont devenus ses amis et ont soutenu sa cause. Tragiquement, Ryan White est décédé le 8 avril 1990, à l'âge de 18 ans. Sa mort est survenue quelques mois avant que le Congrès n'adopte le Ryan White Care Act, qui a fourni des fonds pour les patients atteints du VIH-Sida, un héritage durable de son impact. Rock Hudson. Rock Hudson était l'incarnation de l'acteur principal hollywoodien. Beau, grand et charismatique. Mais savez-vous ce qui a fait de lui un pionnier inattendu dans la lutte contre le sida? Sa mort a marqué un tournant pour la prise de conscience publique de la maladie. Né Roy Harold Scherer Jr. en 1925, Hudson est devenu célèbre dans les années 1950, avec des films comme Magnificent Obsession et Pillow Talk, devenant l'une des plus grandes stars du box-office hollywoodien. Pendant des années, il a maintenu l'image d'un homme hétérosexuel et romantique, même si des rumeurs sur sa sexualité persistaient dans les cercles hollywoodiens. En 1984, Hudson a été diagnostiqué avec le sida, mais il l'a gardé privé aussi longtemps qu'il le pouvait, craignant les répercussions. Cependant, en 1985, lorsque sa santé a visiblement décliné, la vérité est devenue publique. L'attaché de presse de Hudson a confirmé son diagnostic le 25 juillet 1985, faisant de lui la première grande célébrité à rendre public son diagnostic de sida. Son courage face à la stigmatisation a donné un visage à la maladie, déclenchant une conversation mondiale sur le VIH-Sida. Quelques mois plus tard, le 2 octobre 1985, Hudson est décédé à l'âge de 59 ans des suites de complications liées au sida. Tom Fogerty. Vous souvenez-vous du son rock classique de Creedence Clearwater Revival? Tom Fogerty était le guitariste rythmique qui a contribué à impulser ce rythme inoubliable. Mais qu'est-il arrivé à Tom après que le groupe se soit séparé? Explorons la vie de ce musicien talentueux dont l'histoire s'est terminée trop tôt. Né le 9 novembre 1941 à Berkeley, Californie.
Tom était le frère aîné de John Fogerty, le chanteur principal du groupe. Ensemble, ils ont créé des succès comme Proud Mary et Bad Moon Rising, définissant une génération de musique rock. Cependant, des tensions au sein du groupe ont conduit au départ de Tom en 1971. Il a poursuivi une carrière solo, mais elle n'a jamais atteint le succès de CCR. Dans les années 1980, Tom a fait face à de graves problèmes de santé. Il a subi une opération du dos et a tragiquement reçu une transfusion sanguine contaminée par le VIH, à une époque où le dépistage du virus dans le sang n'était pas encore une pratique courante. Tom a choisi de garder son diagnostic privé, se concentrant sur sa famille et sa musique. Le 6 septembre 1990, il est décédé à l'âge de 48 ans à cause de la tuberculose liée au sida. La mort de Tom Fogerty a été une perte importante pour le monde de la musique. Tandis que son frère John continuait à se produire, la brèche entre eux restait non résolue au moment du décès de Tom. Kevin Peter Hall, avez-vous déjà été étonné par la silhouette imposante du Predator dans les films de science-fiction classiques? C'était Kevin Peter Hall qui donnait vie à la créature emblématique. Mais qui était l'homme derrière le masque et qu'est-ce qui a conduit à sa mort prématurée? Découvrons l'histoire de cet acteur remarquable. Né le 9 mai 1955 à Pittsburgh, en Pennsylvanie, Kevin mesurait 2,18 m. Sa taille en faisait un choix naturel pour des rôles nécessitant une présence hors du commun. Après le basketball universitaire, il s'est tourné vers la comédie, décrochant des rôles dans des films comme Prophecy et Without Warning. Cependant, c'est son interprétation du Predator dans le film de 1987 aux côtés d'Arnold Schwarzenegger qui l'a rendu légendaire. Il a également joué le rôle de Harry dans Harry et les Henderson, démontrant sa capacité à exprimer des émotions, même sous un maquillage et des costumes lourds. En 1986, Kevin a été impliqué dans un accident de voiture et a nécessité une transfusion sanguine. À son insu, le sang était contaminé par le VIH. Il a continué à travailler, apparaissant dans la série télévisée Harry and the Hendersons, mais sa santé a commencé à se détériorer. Kevin est décédé le 10 avril 1991 à l'âge de 35 ans d'une pneumonie liée au sida. Brad Davis. Vous souvenez-vous de l'interprétation intense de Billy Hayes dans Midnight Express? C'était Brad Davis, un acteur qui donnait tout dans ses rôles. Mais quel était le coût d'une telle dévotion et quelle lutte a-t-il affronté hors écran? Plongeons dans la vie de Brad Davis, un talent parti trop tôt. Né le 6 novembre 1949 à Tallahassee, en Floride, Brad a grandi dans une famille troublée, mais a trouvé refuge dans le théâtre. Son succès est venu avec Midnight Express en 1978, lui valant un Golden Globe du meilleur espoir. Son interprétation d'un homme emprisonné en Turquie était brute et captivante, le propulsant vers la célébrité internationale. Malgré son succès, Brad a lutté contre des démons personnels, y compris la toxicomanie. En 1985, il a été diagnostiqué séropositif, un fait que lui et sa femme, Susan Bluestein, ont gardé secret en raison de la stigmatisation entourant la maladie. Brad a continué à travailler au théâtre et au cinéma, refusant de laisser la maladie le définir. Dans un geste audacieux, il a choisi de mettre fin à ses jours le 8 septembre 1991, à l'âge de 41 ans, par suicide assisté pour échapper aux stades avancés du sida. La mort de Brad Davis a suscité des discussions sur le sida, l'addiction et le droit de mourir dans la dignité. Sa femme a révélé plus tard sa lutte dans le livre After Midnight, The Life and Death of Brad Davis, éclairant les défis qu'il a affrontés. Denholm Elliott. Vous souvenez-vous de Marcus Brody, le conservateur de musée attachant dans les films Indiana Jones? C'était Denholm Elliott, un acteur britannique dont la polyvalence l'a rendu une figure chérie du cinéma. Mais saviez-vous les épreuves qu'il a affrontées plus tard dans sa vie? Explorons le parcours de cet interprète remarquable. Né le 31 mai 1922 à Londres, la carrière d'acteur de Denholm s'est étendue sur plus de 4 décennies. Il est apparu dans plus de 120 films et programmes télévisés, y compris Trading Places et A Room with a View, pour lesquels il a remporté un BAFTA Award. Denholm était connu pour sa capacité à incarner une grande variété de personnages, allant de rôles comiques à des performances dramatiques. Denholm a servi dans la Royal Air Force pendant la Seconde Guerre mondiale et a même été prisonnier de guerre. Ces expériences ont ajouté de la profondeur à son art. Dans sa vie personnelle, il s'est marié 2 fois et a eu 2 enfants. Denholm était bisexuel, un fait qu'il gardait privé en raison des normes sociales de son époque. À la fin des années 1980, Denholm a été diagnostiqué séropositif. Il a continué à travailler malgré sa maladie, montrant une incroyable dédication à son art. Le 6 octobre 1992, il est décédé à l'âge de 70 ans de la tuberculose liée au sida à son domicile à Ibiza, en Espagne. Arthur Ashe. Avez-vous déjà été inspiré par une figure du sport qui a brisé des barrières à la fois sur et
En dehors du cours, Arthur Ashe n'était pas seulement un champion de tennis, mais aussi un humanitaire et un activiste. Explorons la vie de cet homme remarquable, dont l'influence s'étendait bien au-delà du tennis. Né le 10 juillet 1943 à Richmond, en Virginie, Arthur a grandi dans le sud ségrégué. Il a pris une raquette de tennis à 7 ans et a rapidement montré des promesses. Ashe est devenu le premier Afro-Américain à gagner l'US Open en 1968 et Wimbledon en 1975. Sa grâce, son talent et son fair play ont fait de lui une icône mondiale. En dehors du court, Arthur était un ardent défenseur des droits civiques, de l'éducation et de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Il a utilisé sa plateforme pour aborder les injustices sociales, gagnant le respect mondial. En 1979, il a subi une crise cardiaque, entraînant plusieurs opérations. Lors d'une transfusion sanguine, en 1983, Arthur a contracté le VIH, à une époque où le virus était mal compris. Ashe a gardé son diagnostic privé jusqu'en 1992, quand il a choisi de le rendre public après qu'un journal ait menacé de révéler sa condition. Il a fondé la fondation Arthur Ashe pour la défaite du sida, consacrant son temps restant à sensibiliser et à collecter des fonds pour la recherche. Le 6 février 1993, Arthur Ashe est décédé à l'âge de 49 ans d'une pneumonie liée au sida. Eazy-E. Saviez-vous que Eazy-E, le légendaire rappeur qui a fondé NWA, est souvent appelé le parrain du gangsta rap? Ses paroles percutantes et son style sans concession ont révolutionné le hip-hop, mais sa vie s'est terminée de manière choquante à cause d'une maladie dont il n'avait pas discuté publiquement. Plongeons-nous dans son histoire. Né Eric Wright à Compton, Californie, Eazy-E venait de la rue, transformant ses expériences en musique puissante. En tant que moteur du groupe NWA, il a contribué à créer des morceaux emblématiques comme Straight Outta Compton, qui ont fait entrer les réalités de la vie de gang dans la culture grand public. Mais en dépit de son succès musical, la vie personnelle d'Eazy-E était remplie de défis. En février 1995, Eazy a été hospitalisé, pensant initialement qu'il avait de l'asthme, mais il a été diagnostiqué avec le sida. La révélation a choqué les fans et le monde entier de la musique. Contrairement à de nombreuses figures publiques de son époque, Eazy-E a choisi de parler ouvertement de son diagnostic avant sa mort, utilisant sa plateforme pour sensibiliser à la maladie. Le 26 mars 1995, juste un mois après son diagnostic, il est décédé des suites de complications liées au sida à l'âge de 30 ans. Sa mort soudaine a été un réveil, surtout pour la communauté hip-hop, où le stigmate autour du VIH-Sida était immense. L'héritage d'Eazy-E perdure à travers sa musique et sa décision de parler du sida, provoquant des conversations importantes dans une culture qui évitait souvent ces sujets. Michael Callen. Avez-vous déjà entendu parler de Michael Callen, la voix devenue un phare d'espoir pendant les jours les plus sombres de la crise du sida? Plongeons-nous dans la vie de ce chanteur, compositeur et activiste remarquable qui a utilisé son talent pour faire une différence. Né le 11 avril 1955, dans l'Indiana, Michael a déménagé à New York pour poursuivre ses rêves musicaux. Il ignorait alors qu'il deviendrait une figure pionnière dans l'activisme contre le sida. Diagnostiqué avec le sida en 1982, alors que la maladie était à peine comprise et fortement stigmatisée, Michael n'a pas laissé la peur le réduire au silence. Au contraire, il est devenu l'un des premiers hommes ouvertement gays atteints du sida à s'exprimer, transformant son combat personnel en croisade publique. Michael a coécrit « Comment avoir des relations sexuelles pendant une épidémie ?» Une approche, l'un des premiers guides promouvant les pratiques sexuelles sûres, une initiative révolutionnaire qui a sans aucun doute sauvé des vies. En tant que membre fondateur des AIDS, Flirtation, sa musique portait des messages d'amour, de résilience, égalité. Des chansons Living in Wartime et Love Don't Need a Reason n'étaient pas seulement des mélodies, elles étaient des hymnes pour une communauté assiégée. Malgré sa santé déclinante, Michael a continué à se produire et à défendre inlassablement. Il est décédé le 27 décembre 1993, à l'âge de 38 ans. Leigh Bowery. Imaginez entrer dans un club et voir quelqu'un dont l'apparence même remet en question tout ce que vous pensiez savoir sur la mode et l'art. C'était Leigh Bowery, une œuvre d'art vivante et animée. Connaissez-vous l'histoire de la figure qui a attiré l'attention dans la scène underground de Londres? Né à Sunshine, en Australie, le 26 mars 1961, Leigh a déménagé à Londres au début des années 1980, avec pour mission de redéfinir l'art de la performance et la mode. Et il a effectivement redéfini.
Avec ses costumes extravagants, son maquillage audacieux et ses performances théâtrales, Lee est devenu le cœur de la scène avant-garde. Il ne faisait pas que se déguiser. Il faisait une déclaration repoussant les limites du genre, de l'identité et de l'esthétique. Lee a ouvert la légendaire boîte de nuit, Taboo, qui est devenue un refuge pour les âmes créatives et un point chaud pour l'expression de la contre-culture. Ses collaborations avec des artistes comme Lucian Freud, qui a peint plusieurs portraits de lui, ont encore renforcé son influence dans le monde de l'art. Derrière la flamboyance, Lee était une personne gentille et réfléchie, profondément engagée envers son art et ses amis. En 1994, la vie vibrante de Lee s'est terminée prématurément lorsqu'il est décédé la veille du Nouvel An, en raison de complications liées au sida. Il n'avait que 33 ans, mais même dans la mort, Lee a continué d'inspirer. Rick Avels, te souviens-tu du méchant glaçant dans le film Ghost qui t'a donné des frissons dans le dos? C'était Rick Avels, un acteur et comédien dont le talent a donné de la profondeur à chaque rôle qu'il a interprété. Mais qui était Rick au-delà des personnages qu'il incarnait? Né le 14 octobre 1952 à New York, Rick a grandi dans les rues animées de Manhattan, absorbant l'énergie de la ville. Il a commencé sa carrière comme humoriste de stand-up, se produisant dans les clubs de nuit de Greenwich Village, où il a affiné son esprit acéré et son style engageant. Son grand succès est venu avec des rôles dans des films comme L'équipé du Cannonball et L'Impasse. Mais c'est son interprétation de Willie Lopez dans Ghost, 1990, qui a laissé une impression durable. La performance de Rick en tant qu'antagoniste a ajouté une intensité au film, mettant en avant sa capacité à plonger dans des personnages complexes. Hors écran, il était connu pour son humour et sa chaleur, un contraste frappant avec certains de ses personnages à l'écran. Cependant, Rick a fait face à des défis personnels, y compris des problèmes de toxicomanie. Tragiquement, Rick Avels est décédé le 17 mars 1995, à l'âge de 42 ans, des suites de complications liées au sida. Sa mort a été une perte pour le monde du divertissement, interrompant une carrière qui avait encore tant de potentiel. Bobby DeBarge. Avez-vous déjà été captivé par une voix qui semble toucher votre âme? C'est le genre d'impact que Bobby DeBarge avait avec sa voix falsetto dans le groupe Switch. Mais qu'est-il arrivé à ce musicien talentueux dont la vie fut aussi tumultueuse que brillante? Né le 5 mars 1956 à Détroit, Michigan, Bobby était l'aîné de la famille musicale DeBarge. Ayant grandi dans un foyer rempli de musique, il n'était pas surprenant que Bobby et ses frères et sœurs forment des groupes qui marqueraient le R&B. Avec des succès comme There'll Never Be et I Call Your Name, Switch, mené par la voix incroyable de Bobby, a grimpé dans les classements à la fin des années 1970. Cependant, en coulisses, Bobby luttait contre ses démons personnels. Une enfance troublée et les pressions de la célébrité l'ont entraîné sur le chemin de la dépendance à la drogue. Sa bataille contre l'héroïne a non seulement affecté sa carrière, mais aussi sa santé. Dans les années 1980, Bobby a été incarcéré pour trafic de drogue, une période qu'il a ensuite considérée comme un moment de profond regret. En 1988, Bobby a été diagnostiqué avec le VIH, qui a évolué vers le sida. Il a gardé sa maladie privée, ne la partageant qu'avec des membres proches de la famille. Bobby DeBarge est décédé le 16 août 1995, à l'âge de 39 ans. Sa mort a été une perte profonde pour le monde de la musique. Robin Crosby. Vous souvenez-vous d'avoir monté le volume pour écouter Round and Round et de ressentir les riffs électrisants qui ont défini le glam metal des années 80? C'était Robin Crosby, le guitariste principal de Rat, dont le talent a contribué à façonner un genre. Mais connaissez-vous l'histoire derrière la façade de Rockstar? Né le 4 août 1959 à La Jolla, Californie, Robin a grandi avec une passion pour la musique. Il a cofondé Rat au début des années 1980, et leur premier album, Out of the Cellar, les a propulsés vers la célébrité. Avec des disques de platine et des tournées à guichet fermé, Robin a vécu le style de vie rock'n'roll par excellence. Cependant, les pressions de la célébrité ont fait des ravages. Robin a lutté contre une dépendance à l'héroïne. Une bataille qu'il a discutée ouvertement dans l'espoir d'aider les autres à éviter le même chemin. En 1994, il a été diagnostiqué avec le VIH, qui a ensuite évolué vers le sida. Malgré ses problèmes de santé, Robin est resté positif et a continué à inspirer les autres par sa franchise concernant ses luttes. Robin Crosby est décédé le 6 juin 2002, à l'âge de 42 ans, des suites de complications dues au sida et d'autres problèmes de santé. Sa mort a été un moment difficile pour la communauté musicale. L'honnêteté de Robin sur sa vie a servi de mise en garde